Alors, bonjour à tous les élèves des 6e. Aujourd'hui, alors peut-être que certains ont pris les cours avec moi, d'autres bien sont peut-être tout simplement à la maison. Donc, je voulais que tout le monde ait la même chose au quotidien. Donc, ça veut dire qu'on est en train d'enregistrer la suite. Là, je suis en train d'enregistrer la suite pour ceux qui sont à la maison, normalement, si tout va bien. Donc, on y va. Je partage mon écran avec vous. Et on y va pour drôle d'aventure encore. Vous savez que Ulysse et les compagnons viennent de quitter l'île d'Hélios où il s'est passé de drôles de choses, pas forcément très sympathiques. Puisque les compagnons d'Ulysse ne l'ont pas écouté malgré les avertissements et ont croqué les vaches d'Hélios. Et je pense que ça va mal se passer parce qu'Hélios n'est pas très très content à cause du sacrilège. Prisonnier de Calypso. Seulement la terre et le ciel. Aucune terre en vue depuis que nous avons quitté l'île d'Hélios. Nous pourrions rejoindre Ithaque d'une traite en gardant le cap. Soudain, le ciel s'obscurcit. La mer devient noire, elle aussi. Le zéphyr se lève en rafale et la violence du vent arrache le mât. Dans sa chute, il fracasse le crâne du pilote à l'arrière du bateau et le tue. Zeus venge Hélios. Il tonne et gronde au-dessus de nos têtes. Les hommes crient et cherchent à se cacher au fond de cale. Sans retenir sa colère, Zeus punit notre sacrilège et foudroie le bateau. Frappé par l'éclair, il tourne sur lui-même, se fend en deux et se remplit d'eau. La foudre, c'est vraiment, à l'époque antique, la punition divine. Zeus l'avait dit, il envoie la foudre sur le bateau et ne laisse aucun espoir de retour. Sous le choc, les hommes passent par-dessus bord et leurs corps sont en vie, ballottés par les flots, s'agglutinent autour de la coque. On dirait de sinistres corneilles annonçant la mort. Les corneilles sont des oiseaux noirs, un peu comme les corbeaux. Puis vient une lame gigantesque, une grande vague qui soulève le bateau. La quille, le dessous, la quille casse net lorsqu'il retombe sur la plate de la mer. Les vagues déferlent sur le pont, me fauchent au passage, m'entraînent dans la mer froide et inhumaine comme un tombeau. Alors là, on a l'image de la mort qui arrive. Ulysse se voit mourir, évidemment, à la fin, puisque l'eau le recouvre entièrement. Je coule à pic, parviens à remonter, suffoque, mes yeux, ma gorge sont brûlés par le sel. Les vagues me roulent, me brisent, je vais mourir. Un peu plus loin, la quille dérive. L'atteindre. Je pourrais me hisser dessus. Dans les eaux grises, flotte un étai de cuir qui servait à consolider le mât. Avoir encore la force d'attacher ensemble la quille et un bout du mât pour ne pas se noyer. Épuisé, je m'allonge enfin sur ce fragile radeau, et les vents de la mort m'emportent au gré des dieux. Bon, il a réussi à se faire une sorte de petit radeau en associant ensemble ce bout de cuir et ce bout de bois, finalement, qui arrive à lui faire un petit quelque chose pour se soutenir. Toute la nuit, je dérive, mais au petit matin, les courants m'ont ramené vers Charybde. Au moment même où elle engloutit une brassée de mer, cette fois c'est la fin. Dans une ultime effort, je dois prendre mon élan et bondir jusqu'au grand figuier en haut du rocher. Je ne peux rien faire d'autre. Rester suspendu jusqu'à ce que Charybde vomisse et la quille et le mât. En fait, lui, il a juste le temps de s'accrocher en fait à un arbre. Et il doit rester accroché le temps qu'elle ait fini d'avaler l'eau. Et elle a en plus avalé ses petites affaires à lui, son petit radeau. Mes mains sont à vif, mes bras sont si raides que je ne les sens plus. Enfin, les voilà qui recrachent tout au long ingurgité. Je lâche prise et retombe en plein courant près des morceaux de bois liés en radeau. Je me hisse avec peine pour ramer avec mes deux mains et fuir Scylla. Mais Zeus, le père de tous les vivants, a sans doute pitié de moi, et Scylla ne me voit plus. Pendant 9 jours, assoiffé, affamé, transi de froid, pris par la mauvaise fièvre, je dérive. Pour tenir bon, je me répète à haute voix l'oracle de Tirésias. Ton bateau sera détruit. Et toi, si tu en échappes, tu réussiras à revenir à Ithaque après bien des épreuves grâce à l'aide d'autres marins. Si tu accomplis tout ce que je te dis, alors tu mourras paisiblement de vieillesse, entouré de tout peuple, que tu auras sur rendre heureux. Mais seul le bruit de la mer répond à mes incantations. S'il est vrai pourtant que les chiffres parlent, après 9 jours d'errance, un cycle doit s'achever, qui sait. Le 10e jour me sera peut-être favorable. La guerre de Troie n'a-t-elle pas duré 9 en plein pour voir enfin la victoire à l'aube de la 10e année? Et le déluge, envoyé par Zeus pour punir les hommes de leur orgueil et de leur violence, durera aussi 9 jours entiers sans répit. Mais à la 10e aurore, la pluie cessa. Donc là, Ulysse se bat finalement avec son moral, c'est-à-dire que pendant 9 jours, il va tanguer comme ça sur la mer, sans rien, parce qu'il ne peut pas boire, on ne peut pas boire l'eau salée, sans manger. Il a l'espoir simplement que les choses s'arrangent, puisqu'il a confiance dans la prophétie de Tirésias qu'il a été voir aux enfers, vous vous rappelez, enfin qui a remonté les enfers.
Et en plus, il se dit qu'au bout de 9 jours, normalement, un cycle passe et que si on en croit les cycles des dieux et du destin, il devrait se passer quelque chose. Que Zeus me pardonne pour le troupeau d'agneaux. Cette faute, je ne l'ai pas commise, même si j'en suis responsable. Qu'il soit bienveillant à mon égard et qu'enfin je trouve la paix. Qui es-tu? Excusez-moi. Je t'ai trouvé sur les bords du rivage, accroché à une épave. La houle et les vents t'ont poussé jusqu'ici sur mon île. Je sais que Zeus a foudroyé ton bateau et que tous tes hommes sont morts. Cela fait des jours que je te nourris, te soigne. Calme ta fièvre avec les herbes et prends soin de toi. Sans moi, tu serais mort. Je suis la nymphe Calypso, reine d'Ogygie, fille d'Atlas le titan. Il connaît les abîmes de la mer, il soutient les colonnes qui séparent le ciel et la terre. Effectivement, le père de la nymphe qu'on apprend à la Calypso, c'est Atlas. Et Atlas, il a un rôle très important pour les hommes de l'époque, puisqu'il est censé tenir, on ne sait pas comment la terre tient. Et on imagine Atlas comme étant celui qui est chargé de la tenir finalement sur son dos, sur ses épaules. Et donc, c'est important pour les hommes antiques de l'époque de se référer à lui. Le fait que Calypso soit sa fille en fait quelqu'un finalement d'important, même si c'est une divinité qui est une nymphe, c'est pas une grande déesse. Quel naufragé n'aurait pas voulu voir à son réveil le visage lisse de Calypso penché sur lui, ses longs cheveux, aux belles boucles tombant sur les épaules comme une parure. C'est une parure, c'est un décor. Et son corps souple sous les riches vêtements de tissu finement tissé, une nymphe. J'ai trouvé refuge dans le royaume d'une nymphe aimante qui ne se lasse ni de notre vie à deux, ni de nos jeux amoureux. Donc on voit tout de suite avec cette phrase étonnante que tout de suite Ulysse finalement s'y trouve bien auprès de Calypso et qu'ils ont une relation de couple finalement d'amant et de maîtresse. Sur son île merveilleuse tout pousse à profusion. Les vignes sauvages chargées de grappes, les vertes prairies fleuries, les cyprès, les peupliers noirs. Dans les buissons, on entend chanter les oiseaux et les effraies, les faucons, les corneilles nichent ensemble dans les grands arbres. 4 sources arrosent comme un jardin cette île sauvage et idyllique. Qui, après tant d'années de malheur, n'aurait pas été heureux d'entendre la voix sensuelle et douce de Calypso, chantant dans sa grotte, et ses mains fines et blanches, dansant sur son métier à tisser lorsqu'elle passait entre les fils de sa toile, une navette dans la navette, c'est ce petit accessoire comme ça, en bois, enfin là c'est en or, qu'on passe entre les fils pour tisser. Des coupes ciselées pour moi le nectar et l'ambroisie, vous rappelez la boisson des dieux, des plats d'argent pour les mets délicats et raffinés, pour des choses bonnes à manger, et à portée de main les fruits, ambrés au soleil. Un lit au drap délicatement parfumé, une amante attentionnée et séduisante. Quel homme aurait pu trouver autant ailleurs un tel bonheur? La première année, alors déjà vous entendez une année, d'émerveillement passé, je comprends vite que Calypso, la belle nymphe, me retiendra sur son île. Cela fait 7 ans maintenant que je suis captive. Elle m'aime trop désormais pour me laisser partir. La nuit, Calypso me désire et moi je fais semblant de répondre à son amour. Pénélope est moins belle, sans doute son corps a certainement vieilli, mais elle est humaine. Et c'est la mère de mon fils. La grotte de Calypso est un piège. Je suis prisonnier de son monde immortel et parfait, étouffé par un amour exclusif. Personne ne viendra me sauver. Jamais je ne reverrai Ithaque. Alors, vous avez vu au niveau de la carte, peut-être tout à l'heure, eh bien évidemment, vous étiez en dessous de la Sicile chez Hélios et après, il va y avoir un retour au niveau de Charybde et Scylla ici. Et vous voyez tout de suite qu'on est très loin, on est en dessous de l'Espagne, on est entre l'Afrique et l'Espagne ici. Si bien que Calypso est extrêmement loin de tous les lieux connus par les Grecs et qu'il sait que personne ne le retrouvera ici. Et donc, du coup, la prison, elle est entière parce qu'il sait parfaitement que même si c'est une prison dorée, même si c'est une prison d'amour, il est dans une difficulté majeure qui lui permet difficilement de s'en sortir. Le parfum du cèdre et le thuya, dont les bois secs brûlent dans la grotte. La terre fertile et source claire. Rien ne peut me faire oublier ma terre et ce que j'aime. Chaque jour, je viens m'asseoir sur le même rocher et là, désœuvré, je reste à contempler la mer, le cœur serré, triste à en mourir. Je suis seule avec le souvenir de mes compagnons morts. Puissent les dieux se rappeler de moi, qui est toujours sacrifié en leur nom. Enfin, c'est pas exactement vrai, il n'a pas toujours sacrifié en leur nom pour rappeler Esmaros. Mais en tous les cas, depuis, il s'est quand même rattrapé. Par contre, c'est une image qui est très importante parce que elle a fait de nombreux tableaux et de nombreuses inspirations. C'est quand on parle d'Ulysse chez Calypso, même encore aujourd'hui, si vous l'utilisez dans une phrase ou dans un adage, c'est la nostalgie. Alors, la nostalgie, on est heureux d'être où on est, comme on voyage ou autre, mais on a cet espoir, ce souvenir
Et on a cet espoir de rentrer chez soi, voilà. La mélancolie. Je ne sais pas qu'Athéna, la divine aussi guerrière que bienveillante, prend déjà la parole en ma faveur. Zeus, mon père, puisque tous les dieux sont réunis sur l'Olympe pour notre assemblée, je voudrais plaider en faveur d'Ulysse, le fameux guerrier roi d'Ithaque qui gouvernait autrefois son peuple comme un père. Aujourd'hui, certains sur son île veulent prendre le pouvoir et même assassiner son fils. Donc là, Athéna, ce qu'il sait tout, parle de l'île d'Ithaque, hein, l'île où il veut rentrer. S'ils réussissent, leur violence et leur tyrannie mettront le pays à feu et à sang. Mais Ulysse, lui, ne sait rien de tout leur complot. Il ne peut pas se défendre non plus, car il est retenu prisonnier par la nymphe Calypso. Elle l'aime comme ça aimait les nymphes. Mais Ulysse n'a qu'un seul rêve, retrouver sa patrie, sa femme Pénélope et son fils chéri. Sauf que c'est impossible, puisqu'il n'a plus ni navire, ni équipage pour prendre la mer. Zeus, Père tout-puissant, toi qui pardonnes aux hommes, ne crois-tu pas qu'il a assez souffert, toi qui es le Dieu protecteur de la cité et de la famille, sauve-le. Athéna, ma fille. Il me semble que c'est toi qui as décidé dans ta sagesse qu'Ulysse reviendrait chez lui pour punir ceux qui prétendent au pouvoir en épousant sa femme. Donc, on sait là que Ulysse est encore chargé d'une nouvelle mission, c'est que si un jour il rentre chez lui, il devra punir tous ces hommes qui ont voulu se marier avec sa femme et finalement prendre son or et le pouvoir. Tu m'as parlé de ce projet, sans doute as-tu raison de protéger ton héros. Quant au fils d'Ulysse, Télémaque partit à la recherche de son père, qui de le lui aussi. Qu'il rentre sain et sauf à Ithaque et que les prétendants lancés sur la mer à sa poursuite virent de bord aussi. Hermès, approche, puisque c'est toi qui portes toujours nos messages. Cette fois, transmets à Calypso ce que nous avons décidé. Ulysse rentrera chez lui, mais il rentrera sans escorte, ni les dieux ni les hommes, sur un bateau qu'il aura lui-même construit. Ah, donc déjà, première étape, il doit faire son propre bateau, c'est pas simple. Il mettra 20 jours, non sans peine, à atteindre la terre des Phéaciens, qui servent finalement les deux nouveaux peuples. Mais on sait que c'est un peuple qui est fidèle aux dieux, donc il va respecter les traditions. On n'est pas chez Polyphème, on n'est pas chez les Lotophages, vous voyez, on est sur quelque chose de très civilisé. Ce sont eux qui le ramèneront à état comblé de vêtements, avec leur plein de vêtements, de bronze et d'or, plus qu'il en aurait rapporté de Troie avec sa part de butin. Car son destin est de revoir les siens, de revenir dans sa haute demeure et sur le sol de son pays. Qu'il en soit fait ainsi. Donc là, on s'arrête pour la première partie, mais évidemment, il va falloir une deuxième partie pour la fin. Vous reprenez la prochaine vidéo.